L'autre jour, je regardais un papier sur la psyché des adorateurs des théories du complot. Il y a un certain nombre de psychologues qui travaillent sur ces sujets et qui essaient de brosser une espèce de portrait type des individus qui adhèrent aux théories du complot. Alors ces recherches ne sont pas inintéressantes, de toute façon absolument rien n'est inintéressant à tout point de vue, notamment sur la mise en exergue du fait que les individus présentant des traits narcissiques supérieurs à la moyenne ont plutôt tendance à s'intéresser à ce type de théorie, c'est-à-dire que ces théories leur permettent de se sentir à bon compte différents et légèrement au-dessus de la masse, et c'est précisément le principe du narcissisme. Bon, jusque-là, très très bien. Sauf que, moi, lorsque je lis de tels papiers, il y a quand même quelque chose qui me pose sérieusement problème d'un point de vue épistémologique. Je ne reviens pas sur le terme de complotiste, sur le fait qu'il a été créé dans les bureaux de la CIA pour discréditer des opposants politiques, etc. Ça n'est pas mon point ici aujourd'hui. Moi, je vais vraiment parler de psychologie universitaire. L'étude donc des profils qui s'intéressent aux théories du complot nécessite donc en amont, dans l'architecture épistémique, si j'ose dire, l'existence même d'une notion qui s'appellerait donc les théories du complot. Et cela présuppose surtout que nous serions en capacité de déterminer qu'est-ce que sont les théories du complot et qu'est-ce que sont les théories qui n'appartiennent pas à cette catégorie. Jusque-là, j'enfonce des portes ouvertes. En outre, ce distinguo doit pouvoir être fait dans un cadre universitaire, puisque nous parlons là d'études scientifiques totalement lambda. Je rappelle également à l'audience, et je suis vraiment désolé de devoir, là encore, rappeler de telles évidences, que la science est un système qui va essayer de produire des modèles du réel en essayant de le toucher et en sachant dès le départ qu'elle n'y arrivera jamais, mais qu'elle va tendre désespérément vers dans une prise de feedback continue, tout en vraiment en ayant l'humilité profonde de savoir qu'on n'y arrivera jamais. L'idée que la vie est rationnelle et qu'elle est juste est un fantasme. Elle est ni juste ni rationnelle. Donc, la base en science, c'est que nous ne savons pas ce qui constitue le réel. C'est justement pour ça que nous faisons de la science. Je veux dire, si on savait déjà ce que c'était que le réel, si c'était quelque chose qui nous était donné de base, nous n'aurions pas besoin de faire preuve de démarche scientifique. Pardon, je vais enfiler les poncifs, mais visiblement, toutes les lumières sont pas allumées à tous les étages, et chez des gens qui pourtant sont titulaires de doctorat en psychologie. Ben oui, il y a quelques bases qu'il faut reprendre. Je suis plus fort que vous tous. Que ce soit en lecture, que ce soit en culture, ou que ce soit en philosophie. Donc, dans leur définition à eux, une théorie du complot, c'est une théorie qui ne se vérifie pas en réalité. Mais Bandenstein en culotte courte, si jamais on est capable de dire avant qu'une théorie ne se vérifie pas en réalité, ça veut dire qu'on a un accès direct au réel, et donc à quoi ça sert de faire de la science? Et là, vous voyez bien qu'on est en fait en réalité dans un sophisme de pétition de principe. C'est-à-dire que ce qui va être considéré par ces gens comme des théories du complot, c'est simplement tout ce qui va sortir de la culture commune, qu'on ne va jamais examiner, qu'on ne va jamais questionner, et on va faire passer ça comme des allants de soi, tranquille, pépère, et puis à la fin, Maurice, il va partir et puis déposer son manuscrit en disant « Ah bah Maurice, il a fait de la bonne science, il est content. » Au revoir Maurice, peut-être nous reverrons-nous dans pas très longtemps, je le souhaite de tout mon cœur, merci pour tout, au revoir. En fait, Maurice, il a juste été victime de l'astroturfing ambiant, il a rien vu venir, il a adopté une pensée par camp, une pensée polarisée alors qu'il est censé être un expert de son domaine. Il a divisé le monde en deux catégories, les théories du complot et les théories qui tiennent à peu près la route, et il n'a pas réfléchi et dépensé plus de glucose que ça. Mais comme il est inscrit au sein d'un système universitaire, il a déposé sa thèse comme le système lui demande, histoire d'obtenir de la gratification limbique chère à Henri Laborie, et il n'a pas cherché plus loin. Parce que s'il s'était servi de ses lobes frontaux 2 minutes, il se serait rendu compte que le sujet même de tout son travail est complètement pété au niveau épistémique. Et je suis content de vous en parler dans cette vidéo bonus en marchant parce que je trouve que ça illustre à la perfection ce que je vous racontais dans la vidéo sur justement l'espèce de tâche aveugle comme ça que la plupart des psychologues universitaires ratent totalement et qui a été très très bien mis en lumière par les écrits de Jacques Lacan sur les impérities de ce qu'il a appelé le discours universitaire. C'est-à-dire un discours de seconde main, un discours dans lequel il n'y a pas de skin in the game, un discours dans lequel on ne joue pas sa peau. Parce que si Maurice il devait jouer sa peau à un moment donné en produisant son papier, et de base, il se rendrait compte tout de suite qu'il ne peut pas se permettre de jouer sa peau sur des bases aussi branlantes en fait, sur une épistémologie aussi pétée dès le départ. Et la socioculture va considérer ce modus operandi comme étant la norme pour générer de la compétence et de l'expertise à propos de l'esprit humain.
N'importe qui se pose 2 minutes pour réfléchir voit que c'est de la merde. Non, là c'est pas possible. Là. Non, mais je peux pas me farcir des débiles profonds à tous les étages, là. Mais là, vous comprenez que tout ce système, en fait, joue sur une espèce de faille du cerveau humain, qui est la faille de la gratification. C'est très difficile de renoncer à une position sociale, à des signes de reconnaissance, parfois même à un emploi, à une stabilité, à de l'argent, à de la reconnaissance, lorsque justement vous avez été adoubé par un système. Et il faut une espèce de courage, ce que j'appelle dans d'autres vidéos une paire de couilles, ou de l'intégrité, hein, c'est à peu près la même chose, pour réussir à se mettre loin de tout ça et à refuser justement, par exemple, la validation d'une étude, la validation d'une thèse, l'obtention d'un diplôme, quand on se rend compte que tous les travaux qu'on a faits sont basés en fait sur un présupposé qui relève donc du sophisme, de pétition, de principe et d'un énorme biais d'induction. Et c'est là où l'on comprend que ce type de science, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la science au sens noble du terme, est utilisé par une bande de demi-habiles comme Doudou Épistémique. Et c'est un très très bon exemple des thèses que je vous illustrais dans d'autres grosses vidéos précédentes. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre l'insécurité du monde, parce que la condition humaine, c'est d'être dans un monde qui nous dépasse, un monde dans lequel on ne comprend rien, un monde qui, de ce fait, est générateur potentiellement d'angoisse. Et la science peut être une espèce de méthode pour essayer de connaître un petit peu de ce monde, mais elle n'a jamais eu comme but de réduire l'angoisse. Ça, c'est une instrumentalisation à des fins psychologiques de la science. Et malheureusement, dans ce type d'études, c'est exactement ce qui se passe. On a des gens qui rentrent dans une polarisation de l'opinion avec un mécanisme paranoïaque de projection, c'est-à-dire qu'ils vont prendre l'incertitude du monde et ils vont le projeter sur tout un pan du réel. Ici, par exemple, les complotistes, ça peut être sur d'autres sous-catégories. Et tant qu'ils le projettent sur les complotistes, eh bien, ils ne sont pas en train de vivre leur propre angoisse à propos du réel. Voilà. Et on est content pour eux qu'ils aient trouvé un mécanisme de défense. À la limite, nous nous défendons tous. Déjà, avoir conscience de où nous nous défendons, de quoi et quels sont nos mécanismes de défense privilégiés, c'est déjà pas mal. Donc on est content pour eux que ces gens aient réussi à se défendre de leur angoisse. Je préfère qu'ils fassent ça plutôt qu'ils finissent prostrés dans un hôpital psychiatrique sous camisole. Simplement, cela est fait au détriment, pour ne pas dire en sacrifiant, tout un pan de la population. Et c'est un prix cher payé, puisqu'on est encore là dans un jeu à somme nulle dans la relation à l'autre. C'est où moi je suis temporairement délivré de mon angoisse, ou en tout cas au moins je peux la supporter avec un mécanisme de défense, ou alors l'autre est sacrifié. C'est pas vraiment une équation qui relève du gagnant-gagnant, vous me l'accorderez. Mais on retrouve ici, dans cette façon de poser le problème, l'archétype de ce que Carlos Tinoco décrivait dans son livre Les Surdoués et les autres, c'est-à-dire la défense du récit typique, histoire justement de juguler l'angoisse. Rien de nouveau sous le soleil. Voilà, petite vidéo bonus en marchant, hein. Vous m'aviez confirmé dans les commentaires que ça ne vous dérangeait pas que je fasse comme ça des espèces de vidéos bonus, des vidéos de synthèse et des vidéos qui illustrent en fait des concepts que j'ai déjà posés ici et là dans d'autres vidéos de la chaîne et qui les illustrent de façon extrêmement concrète, de sorte à les rendre peut-être plus accessibles et à ne pas rester dans la théorie pure. N'hésitez pas à me confirmer là encore que c'est toujours le cas et vraiment dites-moi, parce que à un endroit j'ai pas envie de radoter quoi, vous voyez, donc j'espère que ça apporte quand même toujours un petit quelque chose, et notamment ici que vous voyez vraiment les limites de ce paradigme strictement universitaire et que vous arriviez à extrapoler ça au reste de la connaissance que produit ce système et de voir à quel point il n'y a aucune exigence introspective dans la production de matériel universitaire. On peut vraiment être titulaire d'un doctorat en psychologie sans jamais avoir regardé à l'intérieur, avec toutes les tâches aveugles que cela va impliquer, puisque aujourd'hui, cela fait quand même bien longtemps, plus de 50 ans, plutôt 70-80 ans, qu'on en est quand même à comprendre que l'état de l'observateur influe directement sur la chose observée, chose qui est d'ailleurs normalement aussi enseignée dans ces universités, mais pas appliquée. Qu'on essaie de comprendre comment des gens aussi brillants et intelligents que vous ont pu à la fois tout bien faire et à la fois tout échouer. Parce qu'on n'aimerait pas reproduire les mêmes erreurs, parce que comme visiblement on est légèrement moins intelligent et brillant que vous, on est un peu plus prudent sur la façon dont on pourrait mieux faire les choses. Donc, on a des mecs qui font soi-disant des études scientifiques sur des sujets, sur des notions qui n'ont jamais été démontrées, qui se vautrent donc dans le sophisme de pétition de principe, qui utilisent des concepts de la socioculture qui n'appartiennent en réalité même pas à la socioculture en tant que telle, parce que complotiste, etc., ça vient pas de la socioculture, ça vient donc, comme je vous l'ai dit, des bureaux américains.
I mean, to be totally frank, almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true. So, is there a conspiracy theory about Twitter that didn't turn out to be true? So far, they've all turned out to be true. Donc, on a des gens qui inventent, en fait, ex nihilo des notions, qui ne les démontrent pas, qui prétendent faire de la science dessus, sur la base d'heuristiques, dont l'effet de seuil est lui-même totalement dogmatique. Moi, je veux bien, mais à partir de quand est-ce que l'incertitude d'une heuristique est considérée comme valable et à partir de quand elle l'est pas? Et pour quelle raison? Et là, on voit que c'est une énorme faiblesse de ce modus operandi qui ne vise en fait qu'à créer une espèce d'arbre conceptuel justifiant une logique sacrificielle. Mais dès qu'on gratte un petit peu, il faut pas être Einstein pour réussir à le voir, ben on voit que ça ne tient pas. Il y a un autre point comme ça qui avait relevé mon attention, c'était la différence de traitement d'une idée selon qu'elle était packagée, vendue, enrobée par un certain nombre de termes qui sentaient bon l'université, et la même idée présentée dans un tout autre contexte, alors que l'idée est sensiblement la même, hein, bien sûr, hein, et bien celle-ci n'était pas validée, voire était conspuée. C'est quand même très très mauvais signe parce que ça montre une incapacité à juger de la valeur d'une idée indépendamment du contexte dans lequel elle est présentée. Ce qui est une forme de pulsion régressive, de grégarité, etc. Et donc je vous invite évidemment à y faire attention. Dans la vidéo bonus 32 par exemple. Dans la vidéo bonus 32, il me semble bien que je vous raconte que nous scotomisons le réel de façon totalement artificielle et que c'est cette scotomisation plus ou moins inconsciente et plus ou moins culturelle selon les cas qui va nous permettre d'identifier nos objets d'étude, nos objets, en fait la conscience que nous allons avoir du monde autour de nous, du fait que ça c'est une rue, que ça c'est un arbre, que ça c'est un petit château derrière et que justement il y a des gens qui pourraient scotomiser le réel autrement. Lorsque l'idée est avancée par exemple avec une espèce de mystique ou un psychanalyste ou un certain nombre de sources comme ça qui ne sont pas forcément labellisées officielles, eh bien elle va être considérée comme quelque chose de farfelu. Pour peu que vous appeliez ça la théorie du stuff en épistémologie et que vous lui surajoutiez un petit emballage, un petit vernis comme ça universitaire qui va bien, bah alors là d'un seul coup ce sera extrêmement sérieux. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Donc c'est là où vous voyez qu'il y a une espèce de double standard absolument terrible dans comment est-ce que nous accordons du crédit aux choses. En fait, lorsque nous ne sommes pas capables de juger, de sous-peser la pertinence d'une idée, d'un concept, d'un produit, d'un service, etc., etc., eh bien le cerveau rentre en économie cognitive et se base alors sur des heuristiques limbiques d'appartenance. C'est le petit catéchisme de Julien Pain concernant une information qu'on ne connaît pas, si ça provient de sites un peu étranges, alors et que ça n'a pas été triangulé, c'est forcément que l'information est fausse. Ben, on a le droit de le penser, il n'y a pas de problème. Notre cerveau fonctionne comme ça. Mais il faut être très très au clair sur le fait que c'est une heuristique. Mais lorsque c'est la science elle-même qui se base sur des heuristiques, et ben comment qu'on fait alors? Et ben là on se rend compte que la science n'est pas en capacité donc de jouer son rôle de doudou épistémique, que c'est totalement illusoire et qu'on est en train de se fourvoyer. J'ai pas de problème avec ça puisque par définition nos cerveaux sont limités, hein, c'est la nature humaine. L'époque où nous pouvions être des espèces de poly-experts d'à peu près tout est révolue depuis très très longtemps, hein. Donc aucun problème avec ça. Mais par contre, lorsque c'est l'institution qui est garante de la science elle-même qui produit ce genre d'heuristique, alors qu'aujourd'hui on a élevé la science comme une espèce de substitut religieux qui nous protège de l'angoisse du monde, ben comment qu'on ferait? Parce que ça marche plus du coup. Ah, je vois, cette méthode est très idiote. Et on en revient au fait que nous n'avons pas d'autre choix dans cette ère de la post-vérité que d'assumer une forme de subjectivité. Et je sais que je l'ai déjà dit dans un certain nombre de vidéos, dans la vidéo sur le panurgisme scientifique, etc., etc., mais je vois bien que le siècle peine à l'entendre. Donc, on doit répéter. On va répéter encore et encore et encore. Et aussi parce que je vois encore des gens qui accordent à la littérature scientifique une espèce de valence déraisonnable, quasi religieuse justement, de l'ordre de quelque chose qu'on ne peut pas discuter. C'est exactement ce qu'on avait à l'époque du Covid, quand il y avait quelque chose du type on peut discuter de tout mais pas des statistiques. Si, surtout des statistiques. Ça s'appelle de la critique méthodologique et c'est justement une base en science. Oui, on a menti sur le fait que le vaccin empêchait la transmission. Oui, on a menti sur le fait qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal et qu'il ne serait pas demandé dans les restaurants. 2 mensonges d'affilée de Julien Pain. Mais promis, les prochaines fois, on vous mentira pas. D'ailleurs, j'insiste sur le fait
que tout ce beau monde quitte X, mais c'est pas seulement parce qu'ils aiment pas X et qu'ils se font afficher dessus et qu'ils se prennent les notes de la communauté. N'oubliez pas aussi qu'ils quittent X pour effacer les preuves. Parce qu'un tweet de Julien Pain qui vous dit « On ne vous demandera jamais le pass dans les restaurants » et qui ment, ou « Le pass ne sera jamais vaccinal » et qui rement, eh ben, il aimerait bien l'effacer. Donc vraiment, j'ai un peu l'impression de radoter là, hein, pardon, mais le siècle a toujours pas compris et continue d'utiliser la science comme un doudou. Donc ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle n'a jamais eu vocation à être, c'est une déviation. Et donc, comme ce sont des gens qui dévient de ce que c'est que la science, et ben justement, ils essayent de recréer une nouvelle orthodoxie, histoire de conserver une image d'eux-mêmes de moi je suis dans la droite ligne de la pensée scientifique, alors qu'ils sont aux fraises depuis très très longtemps. Voilà, la complotologie est une pseudo-science. Et pourtant, elle est soutenue par les zététiciens. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que les zététiciens soutiennent une pseudo-science. C'est pas la première fois. Mais là, on a un cas assez marquant de cela. Je ne sais plus quoi faire face à ces gens-là, malheureusement. D'ailleurs, c'est même pas face. J'aimerais bien faire avec. Mais pour faire avec, ça demande de pas être dans la terreur. Parce que tant qu'on est dans l'angoisse, eh ben, c'est pas évident d'être en relation avec une altérité. Donc, je les comprends. C'est que c'est beaucoup plus pénible d'un point de vue dépressif, parce que ça fait comme dans le huis clos de Sartre, tu sais, c'est cet enfer qui ne fait pas vraiment mal. Comprenez bien que toutes ces heuristiques sont profondément normales, hein. Elles empêchent juste de voir au-delà si on n'a pas conscience de leur existence et qu'on les prend pour le réel, à l'instar de la fable de sagesse de la grenouille et du puits, hein. La grenouille au fond de son puits qui n'imagine même pas ce que pourrait être la mer. C'est quand même dommage de vivre et de rater la vie. Bon, et ben moi je vais vous laisser avec le rush de fin. Si vous n'êtes pas abonné encore, et ben peut-être qu'on se reverra jamais. Donc bonne route à toi. Et puis les autres, je vous dis à très bientôt. Salut Internet. Un scientifique se doit de garder son esprit ouvert, ou en tout cas il faut qu'une petite partie accepte de l'être. Par exemple, toutes les connaissances scientifiques nous indiquaient que rien ne pouvait survivre à une telle profondeur. Pourtant des créatures prospèrent ici, des créatures très étranges, certes. Alors, ça veut dire que vous croyez en Dieu? Je crois que Dieu se révèle dans l'harmonie ordonnée de la si merveilleuse nature. Oui, je ne crois pas en un géant dans les nuages, entouré d'anges, qui joue de la harpe et qui aurait la voix de Morgan Freeman ou de l'autre mec qui joue dans The Thing. Ouais, j'aurais juste voulu qu'il me parle quelquefois. Vous pensez qu'un tel Dieu existe? Ce que j'ai appris, en tout cas, c'est que rien n'est impossible. Regardez le siphonophore géant. Il agit comme s'il était une seule et même créature, alors qu'en réalité, c'est une succession d'organismes qui se suivent sur 30 mètres, les uns collés aux autres. N'est-ce pas incroyable? Silent night, regular night, alone in the dark, wondrous sight. Glory, beauty divine. Glory, beauty divine. C'est un honneur de vous rencontrer